amis, nous allons aujourd'hui parler du... Pas tout de suite. Avant tout, je voulais vous présenter mes excuses, voilà, parce que j'ai fait une boulette sur ma vidéo consacrée au film Le Comte de Monte-Cristo. J'ai affirmé quelque chose qui n'était pas vrai, voilà, j'ai prétendu que le couple de lesbiennes présent à l'écran était un insert wokiste fait au forceps par les scénaristes. Pas du tout, effectivement. Certains d'entre vous, et je vous en remercie, m'ont fait remonter l'erreur, de façon très bienveillante d'ailleurs. Alors oui, effectivement, ce couple de lesbiennes est présent dans l'œuvre de Dumas, écrit de façon plutôt subtile. Donc je vous prie d'accepter mes excuses pour ce faux pas, dû essentiellement à un manque de rigueur de ma part, voilà. C'est vrai qu'on est tellement assailli par les inserts wokistes un peu partout dans le cinéma, qu'on finit par les voir un peu partout, ce qui est une erreur de ma part. Je vous prie de m'excuser. Voilà, pour résumer ma pensée. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Bon, alors, comme je le disais, nous allons aujourd'hui parler du film Beetlejuice. Réalisé par, évidemment, Tim Burton, avec dans les rôles principaux Winona Ryder, Michael Keaton et Jenna Ortega. Alors, autant vous le dire tout de suite, j'ai jamais été un grand fan du premier volet, sorti en 88, que j'ai eu la chance, c'est le privilège de la vieillerie, de voir en salle à l'époque. J'avais trouvé ça sympa, j'avais trouvé ça frais, mais pas beaucoup plus. Alors qu'autour de moi, et même au niveau de la critique, il y avait vraiment une hype autour. Avec le recul, je la comprends, effectivement, parce que c'est vrai que c'était narrativement nouveau, visuellement nouveau. C'était la naissance, même s'il avait déjà tourné Pee-wee avant, mais l'affirmation, on va dire, d'un cinéaste et de son univers, qui nous posait un petit peu tout ça en mode sac de sport balancé sur la table, tenez, prenez, démerdez-vous avec. Mais c'est vrai que le film contient quasi l'intégralité des obsessions et de son univers. Alors, personnellement, c'est pas mon film préféré dans sa filmo. Je trouve que par la suite, ce qu'il a fait, c'est effectivement de recentrer ses thématiques par film, tout en gardant son univers de départ. Et voilà, enfin, tout ça pour dire que je comprends avec le recul que ce soit considéré aujourd'hui comme une œuvre importante dans sa filmo. Alors, y avait-il besoin de faire une suite 36 ans après de Beetlejuice ? Comme ça, je vous réponds non. Non, mais je pourrais vous répondre ça dans tous les cas de remake ou de reboot que nous avons subis ces 20 dernières années. C'est jamais un besoin. Bon, là, l'intrigue est simple, mais efficace, effectivement. Elle permet d'intégrer un nouveau personnage de la famille Deeds, je crois. La petite fille, donc la fille de Winona Ryder, qui est interprétée par la toujours épatante Jenna Ortega. Et c'est bon, mais ça reste une intrigue, effectivement, prétexte au retour de Beetlejuice, toujours brillamment interprété par Michael Keaton, qui se lâche comme jamais, beaucoup plus d'ailleurs que dans le premier film, et aidé en cela par un Burton qui pousse les curseurs de l'humour noir beaucoup plus loin que dans le premier volet, voilà, avec moult scènes à base de gore et de tripaille, qui font que le film n'est pas recommandé aux tout petits. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il ait échappé au classement R aux États-Unis. Bon, il est sorti tout public là-bas, tant mieux pour lui, ça facilitera son exploitation commerciale. Bon, alors la question était pourquoi de ce film ? La réponse est dans le cerveau de Tim Burton, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en aucun cas, on ne peut avoir vu le film considérer qu'il s'agit d'une démarche purement mercantile destinée à racoler, à surfer sur un film qui est considéré aujourd'hui comme culte. C'est tout l'inverse. Voilà, c'est tout l'inverse qui se produit en fait. Déjà, Burton fait le choix assez courageux de nos jours de refuser effectivement le moindre effet spécial numérique. Il réussit ça à 99%. Il y a une séquence à base de téléphone d'ailleurs assez moche, la seule moche du film, qui a lieu, mais voilà, globalement tout le reste est filmé avec ce qu'on appelle des practical effects, des effets spéciaux pratiques, donc filmés en direct. Ce qui permet déjà d'une part la continuité avec l'univers visuel du film précédent, ce qui est une très bonne chose, et qui donne ce ton si particulier, qui donne cette... j'allais dire ce réalisme, c'est peut-être un grand mot,
il y a des maquillages, des créatures cartoonesques, mais on a le sentiment de pouvoir les toucher. Donc ça battra toujours le moindre effet spécial numérique, parce qu'aujourd'hui, je le répète à nouveau, on n'est pas encore assez au point. Tant qu'on arrive à voir qu'il s'agit d'effets numériques, c'est qu'il y a un problème. Voilà, point barre. Donc là effectivement, Burton excite effectivement le moindre effet numérique, et en plus, je veux dire, il résiste à une tentation énorme, parce qu'effectivement, quand on connaît effectivement son imaginaire, et tout ce qu'il aurait pu éventuellement montrer avec des effets numériques, avec son personnage complètement déjanté, l'occasion était vraiment trop belle. Et maintenant, il préfère faire entre guillemets, beaucoup de guillemets, il préfère la sobriété à la facilité. Ce qui fait qu'on a un film qui est vraiment visuellement assez proche du premier opus. Mais effectivement, du coup, il prend le risque de perdre peut-être un public habitué à l'esbrouf et au gigantisme de certaines scènes. Comme je vous disais, effectivement, il y a un respect du matériau d'origine. Il récupère tout le casting du premier film, Cathy O'Hara, Winona Ryder, Michael Keaton, et pas Jeffrey Jones, hein, évidemment, indisponible pour cause de pédopornographie. Mais il trouve un moyen assez amusant de l'intégrer quand même au film. Il jouait le père de famille, donc, dans le volet précédent. Et voilà, c'est assez drôle, effectivement, de voir ce que Burton en a fait dans ce film. Et donc, il y a un respect de ce matériau d'origine qui va jusqu'à, pareil, refuser peut-être de prendre par la main un public qui ne serait pas familier du personnage de Beetlejuice. Le film va très vite. Le film va très vite et ne prend jamais de temps mort pour prendre par la main le spectateur, le nouvel entrant dans cet univers, et lui expliquer les règles du jeu. Non, Tim Burton fonce, et effectivement, il nous emmène dans sa balade. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, on peut du coup dire que peut-être que Beetlejuice est un film un peu égoïste, réservé aux fans du premier. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Voilà, ça également, c'est un refus de la facilité. C'est vous montez dans le train ou pas, mais c'est comme ça. Voilà, Tim Burton fait son délire, contrairement à Dumbo, hein, qui est un film pour lequel je pense qu'il s'est vendu à Disney, parce que c'est vraiment son pire film pour moi. Là, il fait du Tim Burton. Et ça va jusqu'à rendre hommage à un de ses maîtres, Mario Bava, avec une scène entièrement tournée en noir et blanc et surtout entièrement parlée en italien. Voilà, qui est assez jouissif dans le genre. Ça va jusqu'à reprendre le principe de la scène culte du premier film, où tous les invités à un dîner se retrouvaient possédés et se mettaient à chanter et à danser sur une chanson d'Harry Belafonte, déjà très en décalage par rapport à l'univers fantastique qu'il dépeignait. Là, il reprend ce principe-là avec une chanson quand même chantée par Richard Harris, hein, c'est sa version à lui de MacArthur Park, sortie en 1968, c'est lui qui a créé le morceau. Donc autant vous dire que moi, c'est un de mes morceaux préférés, mais alors, est-ce que ça va parler aux jeunes, ça? Est-ce qu'ils ont ça sur leur playlist? Est-ce que les moins de 50 ans ont ça sur leur playlist? J'en doute fort. Voilà. Donc ça, pareil, risque également de refus, effectivement, de faire du mainstream. Une fois de plus, ça m'a beaucoup plu. Alors à ceux qui disent qu'effectivement il a pris un coup de vieux, il a que 66 ans, hein, par rapport à d'autres cinéastes, ça reste encore assez frais. Je pense à Ridley Scott ou Clint Eastwood. Mais en fait, non, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un film de jeunes, entre guillemets. Voilà, il y a toujours cet imaginaire assez génial, avec cette antichambre des morts par accident qu'on voyait déjà dans le premier film. Là, on retrouve effectivement d'autres morts par accident, d'autres morts violentes, brillamment trouvées. Voilà. Il y a vraiment cet imaginaire un peu noir qui est bel et bien présent. Voilà. Alors, le film n'est pas exempt de défauts, soyons clairs. La mise en scène est parfois un petit peu en demi-teinte. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'autre monde, tout ce qui est fantasmagorique, on sent que Burton s'éclate, et ça fonctionne très bien. Dès qu'on est sur les scènes dans le monde réel, avec notamment les scènes de dialogue, là vraiment on sent qu'il n'en a rien à carrer, parce que sa caméra est posée. Voilà, on a droit à des plans fixes et à une photo souvent dans ces moments-là qui est très terne.
Voilà, on dirait presque du téléfilm. J'avais d'ailleurs eu très peur en visionnant la première bande-annonce, parce que je trouvais que ça faisait vraiment DTV à mort, ça me faisait très peur. Alors voilà, c'est Jean Le Senne qui occupe 15% du film, c'est pas méchant. Mais voilà, bon, on sent que visuellement ça aurait pu être mieux à certains moments du film. Et puis je dirais qu'il y a également le mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Hein. Bon, Tim Burton ne sera pas le premier cinéaste à faire jouer sa copine du moment. Là, en l'occurrence, nous parlons de Monica Bellucci, qui est un personnage pas inintéressant, qui doit dire 2 lignes dans le film, hein, d'ailleurs. Bon, ça c'est bien vu de la part de Burton, parce que Monica Bellucci, avec tout le respect que j'ai pour elle, n'est pas la plus grande actrice du monde. Mais son personnage, voilà, même s'il traverse quand même l'intégralité du film, hein, au coup par coup, ne sert pas à grand chose. Très honnêtement, après avoir vu le film, on peut tout à fait imaginer que le personnage peut être supprimé du montage sans que ça gêne une demi-seconde l'intrigue. Alors ça ne la pollue pas pour autant, mais ça ne lui apporte strictement rien. Voilà, donc bon. Et sorti de ça, effectivement, j'ai très peu de réserves. Je vais être franc avec vous, j'y allais à reculons, c'est ma fille qui m'a vraiment poussé à y aller parce qu'elle est fan du premier, et j'en suis sorti vraiment très très satisfait. Je pense que c'est une très bonne suite. 2 ou 3 points qui auraient peut-être pu être améliorés, mais en l'état, c'est une excellente surprise. Voilà. Vous m'avez compris, je vous recommande Beetlejuice. Alors, en vous précisant qu'effectivement, si vous n'êtes pas du tout familier avec l'univers de Burton, et si vous n'avez jamais vu Beetlejuice, vous allez peut-être trouver le temps long, à vous de voir. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine critique de film, et continuez à aller en salle, faites-moi plaisir. Ciao.